Au large des côtes de l'archipel d'Hawaï, les eaux chaudes du Pacifique accueillent de mystérieux visiteurs. Comme chaque année, les baleines à bosse sont de retour. Dans leur sillage, les scientifiques s'efforcent de lever le voile sur le mode de vie de cette espèce encore méconnue. Car ces nomades des océans semblent dotés d'une intelligence supérieure et même peut-être d'un langage. Aujourd'hui, des chercheurs se consacrent à l'étude des baleines. Au fil de leurs investigations, ils réunissent des indices destinés à décrypter le code des baleines à bosse. Les baleines à bosse. Des créatures géantes de 13 mètres de long pour une trentaine de tonnes, capables de vivre près d'un demi-siècle. Une espèce qui passe 90% de son temps sous la surface de l'eau et dont l'étude est si difficile qu'il est presque impossible de différencier les mâles des femelles à l'œil nu. Certains spécimens parcourent des milliers de kilomètres lors de migrations entre les tropiques et les pôles. Leurs poumons sont 5 fois plus performants que ceux des humains. Ces voyageurs sont capables de disparaître en apnée de 40 minutes dans les profondeurs. L'étude de l'espèce a permis de relever des comportements complexes, preuve manifeste d'un haut niveau de communication. Mais un mystère demeure, celui du chant des baleines. Car elles peuvent chanter des jours entiers, opérer de subtiles variations mélodiques et reproduire des sons. Mais pourquoi les baleines à bosse chantent-elles? C'est une énigme que Jim Darling, chercheur de l'association WellTrust, tente de résoudre depuis une trentaine d'années. L'océan apparaît comme une vaste étendue silencieuse. Mais dès que l'on jette un hydrophone à l'eau, on découvre qu'il existe une véritable société sous-marine. C'est un monde mystérieux qui attise notre curiosité. Pour rejoindre l'archipel d'Hawaï, les baleines à bosse quittent les eaux riches en nourriture du Pacifique Nord. Un voyage de 4000 kilomètres. Jim et son équipe estiment que plus de 5000 baleines à bosse se rendent à Hawaï entre le mois de janvier et le mois d'avril. Les scientifiques aimeraient comprendre ce qui pousse ces créatures à regagner les eaux tropicales et à séjourner 4 mois durant dans une mer pauvre en plancton et en krill. Megan Jones, cofondatrice de l'équipe de chercheurs, avance une théorie qui permettrait d'expliquer le marathon migratoire des baleines. Chaque année, près de 60% de la population des baleines à bosse du Pacifique Nord se rend dans les eaux hawaïennes pour se reproduire, bien que nous n'ayons jamais observé de naissance ou d'accouplement. Mais des indices permettent d'affirmer que certaines baleines mettent bas dans ces eaux. Grâce à la présence d'un grand nombre de femelles, l'archipel est un lieu idéal pour l'observation des jeunes mères. L'île de Maui est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'étude des baleines, car les eaux chaudes, claires et paisibles de ce sanctuaire permettent de côtoyer une formidable concentration d'individus. De ce point de vue, l'archipel est un véritable laboratoire biologique. Un laboratoire qui fonctionne de l'aube au crépuscule.
L'équipe dispose d'une autorisation spéciale pour s'approcher des cétacés en bateau et nager à leur côté. Dès les premiers rayons du soleil, les recherches commencent. Les caméramens et les photographes de l'équipe embarquent avec la première patrouille de la journée. Flip Nicklin est un photographe sous-marin expérimenté. Il sait à quel point l'univers des baleines nous est encore étranger. Nous ne voyons qu'une infime partie de leur monde. Cela revient à étudier des éléphants depuis le fond de l'eau uniquement lorsqu'ils y plongent la trompe, sans savoir ce qu'ils font le reste de la journée. Aux instantanés de Flip viennent s'ajouter les séquences vidéo réalisées par le plongeur Jason Sturgis. Flip et moi assurons la partie documentation. Nous captons l'activité sous-marine. Leur mission consiste à rassembler un maximum de données afin de permettre à leurs collègues de se concentrer sur le comportement des baleines. Lors de notre patrouille matinale, nous cherchons des baleines susceptibles d'intéresser Megan ou Jim. Nous localisons les individus, nous observons leur activité et nous faisons des clichés de la queue de l'animal. La queue de chaque baleine est unique. Flip et Jason alimentent une base de données renseignée depuis 30 ans, destinée à identifier les adultes qui reviennent dans ces eaux. Queue blanche? Chaque situation qui permet de déterminer le sexe d'un animal nous est très utile à terme, qu'il s'agisse d'une mère avec son baleineau ou du comportement caractéristique d'un mâle ou d'une femelle. Cela permet d'identifier les individus, de retracer leur parcours et de recueillir toutes sortes d'informations. Jason communique le premier rapport de localisation à Megan. Nous sommes à proximité des côtes d'Olowalo. Nous avons procédé à 2 identifications et réglé le GPS. Tu devrais avoir toutes les données à ton arrivée, d'accord? À tout de suite. Au cours de leur observation matinale, les 2 hommes repèrent ce qui semble être un mâle solitaire. Lorsqu'ils plongent, un disque se forme à la surface de l'eau, une empreinte de baleine. Une forte vibration parcourt la coque du bateau. Tu vois une baleine? Je l'entends. Je pense qu'elle est là. Ils sont au-dessus d'une baleine qui vocalise. Les mâles sont les seuls à chanter, et uniquement durant la saison des amours. Le mâle semble tolérer la présence du bateau. Flip en profite pour l'observer de plus près. Il plonge sans le moindre équipement afin de ne pas effrayer l'animal. Le chant du mâle retentit à travers le grand bleu. Sous l'eau, le chant est extrêmement sonore. C'est comme un bruit de timbale. On le perçoit plus qu'on ne l'entend. La résonance est presque douloureuse. Mais la curiosité est plus forte. Les photos de Flip ne sont qu'une première étape. Pour en savoir plus, il faut un expert en acoustique. La plongée était merveilleuse. La plongée était merveilleuse, mais c'est Jim qui va nous permettre d'exploiter les données, afin qu'elles servent aux chercheurs qui, eux, ne travaillent pas en milieu naturel, comme nous. Jim Darling a consacré 30 années de sa vie à déchiffrer le code des baleines à bosse d'Hawaï. Au début, les scientifiques se contentaient d'enregistrer les sons depuis la surface de l'eau. À présent, les microphones sous-marins prennent la relève. Mais le mystère reste opaque.
Les baleines ont une connaissance des océans qui dépasse notre imagination. Cependant, en tant que biologiste ou en tant que chercheur, notre devoir est de faire marcher notre imagination. C'est sans doute ce qui rend notre travail passionnant, car pour les humains que nous sommes, il s'agit d'envisager quelque chose d'inconcevable dans notre contexte terrestre. Jim est capable d'isoler un chant particulier parmi la cacophonie qui règne sous l'eau. Avant de chanter, les baleines respirent à la surface, puis plongent à une quinzaine de mètres de profondeur. Elles flottent en apesanteur, leur rostre vers le bas afin que le son se propage sur les côtés. L'air des poumons fait vibrer les tissus de leurs cordes vocales, qui sont contrôlés par 2 cartilages articulés situés dans le larynx. Les tissus lâches produisent les sons graves. L'air dilate une poche qui fait résonner le son et transmet les vibrations à travers l'eau. Les sons continus, qu'il s'agisse de plaintes aiguës ou de notes graves, sont produits par l'air qui circule entre cette poche et les poumons. L'eau est un élément qui conduit exceptionnellement bien le son. Le chant des baleines se propage à plus de 1600 mètres par seconde et jusqu'à 160 km à la ronde. Les cétacés ont une ouïe très fine qui passe par des oreilles minuscules situées à proximité des yeux. Nous connaissons désormais le mécanisme utilisé par les baleines lorsqu'elles émettent ces sons d'une formidable complexité. Mais reste à en comprendre leur signification. Jim passe l'essentiel de son temps au contact des doux géants pour déchiffrer le sens de leurs plaintes. Il a d'ores et déjà identifié des morceaux de la structure de leur chant et il parvient même à anticiper leur comportement. Elle est dans sa phase de bourdonnement. Elle devrait bientôt émerger. Le chant des baleines est complexe, car elles utilisent une grande variété de notes. Elles changent de gamme, de fréquence et d'amplitude. Elles vont même jusqu'à répéter certains morceaux. L'écoute du chant suscite toujours la même question. Pourquoi est-il si complexe ? En effet, la plupart des fonctions que ce chant pourrait remplir ne nécessitent pas ce degré d'élaboration. La complexité suppose l'intelligence, une faculté difficile à mesurer dans le règne animal. Mais le comportement des baleines est-il conscient ou purement instinctif ? Le neuroscientifique Patrick Hoff de la faculté de médecine du Mount Sinai à New York a fait une découverte stupéfiante. Il y a environ 12 ans, en étudiant la structure du cerveau humain, nous sommes tombés par hasard sur un type de cellule très particulier, un grand neurone fusiforme. Nous pensions que ce type de neurone était propre à l'espèce humaine. Par la suite, nous avons réuni plusieurs cerveaux de grands primates, chimpanzés, gorilles, orang-outans, et nous avons constaté que chez tous ces singes, cette cellule était distribuée exactement de la même façon que chez l'homme. Nous avons alors décidé d'étudier le cerveau des baleines à bosse, puisqu'on ignore presque tout de l'organisation cérébrale de ce mammifère, et nous avons découvert une multitude de neurones fusiformes. C'est fascinant. Jusqu'à présent, ces cellules n'ont été découvertes que chez les grands primates et chez certains cétacés. Elles semblent commander des fonctions sociales complexes. Chez l'homme, on constate qu'elles sont présentes dans des régions du cerveau qui concernent la conscience sociale, la cognition, la régulation des émotions, la conscience de soi, le jugement, la morale, l'attention.
Il est tout à fait possible que la baleine à bosse, qui est un animal grégaire qui vit et chasse en groupe, ait la faculté de coopérer, voire de communiquer. Cela reste à prouver, mais il est vraisemblable que les baleines disposent de facultés cognitives très élaborées, et pour certaines, comparables à celles des humains. Ce qu'accomplissent les baleines à bosse dans l'eau est assez remarquable. Elles évoluent en groupe, ce qui implique des facultés mémorielles, un processus d'apprentissage et une adaptabilité aux situations. On peut donc parler d'une forme d'intelligence. Lorsqu'elles chassent, les baleines à bosse démontrent une grande faculté de coopération, notamment dans la stratégie dite du filet de bulle, déployé pour optimiser les prises de poissons. Une vingtaine d'individus coopèrent pour regrouper les proies, tandis qu'une baleine encercle la colonne par un anneau de bulle. Au même moment, un autre groupe situé en dessous émet des sons aigus qui forment une paroi sonore au sein du cercle de bulle, ce qui permet de compacter le banc de poissons. À la surface, l'amas de proie est cerné par les bulles et la densité sonore. Les baleines n'ont plus qu'à se rassembler pour profiter du festin de centaines de kilos de poissons. Cette coopération est-elle instinctive ou est-elle la conséquence d'un apprentissage? Les scientifiques sont déterminés à résoudre cette énigme. Pour Megan Jones, l'observation du comportement des femelles est le meilleur moyen d'étudier ce qui est inné de ce qui est acquis. Lors de la première année, les baleineaux restent exclusivement au contact de leur mère pour apprendre les secrets de la survie. Mes recherches se concentrent sur le comportement des femelles au cours de la saison des amours. Qui est venu espionner? Tu as pu voir? Le rostre, c'est le mâle. Le mâle? À ce stade, nous savons que les femelles viennent dans ces eaux pour deux raisons apparentes, se reproduire et mettre bas. En y regardant de plus près, il s'agit de deux objectifs distincts qui pourraient entraîner des attitudes radicalement différentes. J'étudie donc le comportement des femelles, notamment envers les mâles, pour déterminer si cette conduite diffère en fonction de leur stade reproductif. Grâce au relevé d'activité détaillé et à la localisation par GPS, Megan récolte des données essentielles. On estime que la maturité sexuelle des baleines se situe entre 4 et 6 ans pour les mâles comme pour les femelles. Cependant, les mâles attendent parfois de longues années avant de se reproduire. La gestation des baleines à bosse dure 11 mois et demi. Le moment est donc venu de retourner sur les lieux de reproduction. En période d'allaitement, cette mère colossale produit environ 200 litres de lait par jour. Après son séjour dans ces eaux pauvres en nourriture, son poids aura diminué de près de 10 tonnes. Elle allaite son baleineau pendant 1 an, puis elle lui montre le chemin des eaux où il pourra s'alimenter. À partir de ce moment, le jeune baleineau doit devenir autonome. Les baleineaux sont espiègles et curieux. Ce sont des gamins qui explorent leur environnement et font l'apprentissage de la vie. Lorsqu'une mère est en présence de son petit, il est fréquent de la voir nager, la tête orientée vers la surface, car les apnées du baleineau sont moins longues. Il me semble que cela lui permet de garder un œil sur sa progéniture et de vérifier qu'elle ne s'éloigne pas trop.
C'est à cette période que la mère et son petit renforcent leur lien. Il n'est pas rare de voir le baleineau virevolter au-dessus de la tête de sa mère et se reposer sous son rostre ou son ventre. Si les chercheurs repèrent facilement les baleineaux depuis la surface, les relations entre les mères et les mâles adultes restent difficiles à comprendre. On ignore les critères selon lesquels les femelles choisissent leurs compagnons. À ce stade, nous n'en savons pas assez sur leur comportement pour répondre à cette question. À l'université du Queensland, en Australie, une autre équipe de scientifiques tente de percer le secret du comportement des baleines à bosse. Michael Node dirige l'un des projets de recherche. J'étudie les baleines qui migrent le long de la côte est de l'Australie depuis une douzaine d'années. C'est une population d'environ 10 000 individus. Les eaux côtières sont une véritable autoroute pour les baleines. L'essentiel de nos recherches consiste à écouter les baleines et à suivre leur trajet pour rassembler un maximum d'informations au moment de leur passage dans la région. Nous utilisons différents hydrophones que nous amarrons au large et qui nous permettent de suivre le chant des baleines sous l'eau. Nous avons également des équipes de vigie situées sur les hauteurs qui pistent les baleines qui passent au large. Nous pouvons donc déterminer comment le groupe se déplace par rapport aux baleines chanteuses. Le chant est une formidable démonstration acoustique. Il est complexe et sa composition obéit à des règles qui ne sont pas le fruit du hasard. Nous savons que seuls les mâles chantent et qu'ils ne le font que lors de la saison des amours. Nous pensons qu'il s'agit d'une sorte de cri d'amour. Reste à déterminer s'il s'adresse principalement aux femelles, dans le but de les attirer, ou s'il s'agit d'un chant agressif destiné à s'imposer par rapport aux autres mâles qui croisent dans ces eaux. À Hawaï, Jim poursuit ses recherches. Est-il en mesure de déterminer si les mâles cherchent à attirer les femelles ou à repousser d'éventuels rivaux? Nous sommes au-dessus d'un chanteur. Les mâles peuvent chanter des heures, parfois des jours entiers, jusqu'à ce qu'une autre baleine décide de s'approcher. Lorsqu'un nouveau venu apparaît, le chant s'interrompt. Ce mystérieux arrivant pourrait bien nous aider à comprendre la fonction du chant des baleines. Les travaux de Jim révèlent un fait extraordinaire et totalement inattendu. Nous avons passé une saison entière à traquer les chanteurs, à attendre qu'un individu les rejoigne pour prélever un échantillon de peau et l'envoyer au laboratoire. À notre grande surprise, le résultat des analyses indiquait qu'il ne s'agissait que de mâles. Pas une seule femelle n'a répondu à l'appel. Le chant des baleines semble n'attirer que les mâles. Les scientifiques sont perplexes. Personne ne doute de l'influence des vocalises sur les femelles. Elles savent que de nombreux mâles en rut sillonnent les eaux. Mais il apparaît que le chant facilite les rencontres entre mâles et non entre mâles et femelles.
En Australie, nous observons plus ou moins les mêmes phénomènes que Jim. Nous localisons des chanteurs solitaires et les baleines qui viennent à leur rencontre sont quasiment toujours des mâles. Mais paradoxalement, nous avons observé que 20 à 30% des chanteurs solitaires escortaient des femelles. Ce qui nous pousse à croire que le chant est surtout destiné à attirer les femelles, car c'est à elles qu'il s'adresse. D'un autre côté, si les chants étaient exclusivement destinés aux mâles, ils ne cesseraient pas lorsqu'un mâle en rejoint un autre. Le nouvel arrivant se manifesterait à son tour et il y aurait une sorte de surenchère des signaux. Mais nous avons une autre hypothèse. Lorsqu'un mâle solitaire est à la recherche d'une femelle au milieu de l'océan, il y a une chance, même très mince, que le chant le conduise vers un autre mâle qui escorte une femelle. Les mâles qui rejoignent les chanteurs sont bien en quête de femelles. Ils ne cherchent pas à rivaliser avec d'autres mâles. À Hawaï, la clé du mystère est peut-être enfouie dans les archives des chercheurs. Lorsque le mauvais temps s'installe, l'équipe en profite pour étudier les données. Jim commence par analyser les chants enregistrés en mer. Au moment de la saison des amours, les scientifiques ne disposent parfois que d'une quinzaine de jours pour effectuer leurs observations. Mais ils sont submergés par la somme d'informations recueillies. Les relevés cartographiques et les notes élaborées par Meaghan ont permis de constituer une base de données sur les comportements des baleines. Flip commence par identifier chaque individu à partir des portraits robots de la photothèque. Jason répertorie les vidéos des différents comportements. Son admiration pour l'espèce ne fait que croître au fil des plongées. Elles sont d'une habileté stupéfiante. Vous pensez qu'elles vont vous balayer d'un coup de queue, mais elles savent exactement où vous êtes. C'est incroyable. Elles maîtrisent parfaitement leur environnement. Et nous ne sommes que des intrus qui pataugeons dans leur univers. Dans l'eau, on se sent tout petit à côté d'une baleine. Il m'arrive de rester 4 jours sans plonger. Mais j'ai toujours mon matériel avec moi pour être prêt dès qu'une occasion se présente. Jason a pu filmer un mâle en compagnie d'une femelle, flottant sous la surface. Les scientifiques les surnomment apnéistes. Ces deux-là s'accordent du bon temps. Cette image donne un autre aperçu de ce qui se passe dans ces eaux. Les gens ne réalisent pas combien de baleines dorment sous la surface. La plupart seraient surpris par leur nombre. Nous portons notre attention sur celles qui émergent et qui paradent. Mais elles ne font que des apparitions furtives. Ce phénomène est une autre pièce du puzzle que l'équipe d'Hawaï tente de reconstituer. Que font ce mâle et cette femelle ensemble? Le mâle cherche-t-il à s'accoupler? Les scientifiques n'ont aucun moyen de savoir si la femelle est réceptive. Le mâle a peut-être senti qu'elle était en période de fertilité ou sur le point de l'être. À moins qu'il n'espère qu'elle cède à ses avances. Peut-être se sont-ils déjà accouplés. Le mâle serait alors à ses côtés pour l'empêcher de s'accoupler avec un autre. Mais prétendre que les baleines se comportent comme des primates ou d'autres espèces connues serait une erreur. Nous faisons fausse route dès que nous comparons leur comportement à celui des humains ou des autres mammifères terrestres. Leur environnement est très différent. Il nous est difficile d'envisager l'univers des baleines.
car nous commençons tout juste à déchiffrer la complexité de leur système social. Elles évoluent à une échelle bien plus grande que la nôtre. Pour son travail, Jim doit multiplier les enregistrements. Mais fin février, le mauvais temps limite ses rencontres avec les baleines chanteuses. Le traitement des données est un processus très lent. Mais le moindre apport fait avancer les recherches. Jim commence à déchiffrer certains mécanismes complexes et parvient à dégager des tendances. Le chant des baleines à bosse se divise en parties que l'on appelle des thèmes. Les thèmes se composent de sons spécifiques et leurs arrangements constituent une phrase. Si l'on désignait les différents sons par les lettres de l'alphabet, le premier thème serait AAB, AAB, AAB. Le mot AAB est une phrase dont la répétition forme un thème. Après quelques minutes, le chant de la baleine évolue. C'est le deuxième thème. Celui-ci devient alors CCD, CCD, CCD. Quelques minutes plus tard, le chant passe au troisième thème, avec de nouvelles unités sonores, puis au quatrième, avant de reprendre le premier thème. Ainsi, un mâle chanteur plonge et enchaîne les thèmes. 1, 2, 3 et 4. Il fait surface, respire, puis replonge, reprend les mêmes thèmes et ainsi de suite. Les travaux de Jim révèlent qu'une baleine n'émet jamais de son au hasard, mais que son chant est une partition précise qui se répète dans le temps. Les mâles solitaires modifient systématiquement leurs thèmes. Pourtant, le reste des baleines les assimile. Les chants varient dans le temps, mais tous les chanteurs d'une population intègrent ces changements dans leur propre chant. Ils semblent se copier mutuellement. Voici en janvier 2005 le premier thème d'une baleine après sa plongée. Le curseur vous montre où nous en sommes. À présent, voici le premier thème après la plongée de 2006, un an plus tard. Il y a des similitudes, mais aussi de grandes différences. Certains sons proviennent du thème de 2005, mais les césures de l'année précédente ont disparu. Les chanteurs réagissent aux variations qu'ils perçoivent. Curieusement, elles sont aussi assimilées par des groupes de baleines se trouvant à des milliers de kilomètres. Tout ce que nous apprenons sur les caractéristiques du chant et le comportement des chanteurs est très étonnant. Si avant les années 70, on nous avait dit que les baleines au large du Mexique chantaient exactement le même thème que celles qui croisaient à Hawaï et au Japon, personne n'y aurait cru. C'est pourtant ce qui se passe. Comment les baleines d'un vaste bassin océanique assimilent-elles le même refrain? Sous l'eau, le son ne se propage qu'à 160 km à la ronde. Les baleines ne peuvent pas l'entendre d'un bout à l'autre des océans.
La population qui vit au large des îles hawaïennes migre vers le nord au printemps et regagne les eaux tropicales à l'automne. Mais il arrive que certains mâles solitaires changent de lieu de reproduction. Les variations des champs hawaïens sont peut-être intégrées dans le champ des baleines qui vivent au large du Mexique, du Japon ou des Philippines. Le vagabondage des mâles à travers les océans du globe pourrait expliquer la simultanéité des variations. En Australie, des chercheurs ont montré que ces variations pouvaient se répandre à un rythme impressionnant. Il y a quelques années, nous avons enregistré les baleines à bosse de la côte est de l'Australie. En l'espace d'une saison, la mélodie avait radicalement changé. Nous avons cherché une explication et nous avons découvert que le nouveau chant provenait de la population de baleines au large de la côte ouest de l'Australie. Nous en avons conclu que des mâles de la population des côtes ouest avaient probablement migré vers l'est et communiqué ce chant aux mâles de la population locale. Mais le thème s'est répandu à l'ensemble des baleines à un rythme effréné. Ce qui est très intéressant, c'est que les mâles qui ont migré de la côte ouest vers la côte est étaient très peu nombreux. Et cela a suffi pour provoquer une telle variation. Imaginez qu'une poignée de Swahili se rende à Paris et qu'un an plus tard, l'ensemble de la population parisienne s'exprime en Swahili. Les scientifiques savent désormais que la variation de tout ou partie d'un chant peut rapidement se répandre à l'ensemble d'une population et même traverser les océans. Mais pourquoi les mâles s'emploient-ils à modifier leur chant ? L'une de nos théories repose sur le fait que les mâles ont besoin de se renouveler. Il se peut que les femelles soient plus attirées par ceux qui sont capables d'assimiler ces nouveautés et de les intégrer à leur chant. Ces mâles seraient en quelque sorte à la pointe des variations mélodiques et les femelles y verraient un signe d'intelligence. Selon une autre théorie, les femelles, lassées d'entendre les mâles répéter le même chant, finissent par s'en désintéresser. Dès lors, le mâle capable d'innover en se distinguant du lot a plus de chances d'être entendu par une femelle et donc de la séduire. Ainsi, les baleines ont la faculté de créer, d'apprendre et de délaisser un chant. Pour autant, peut-on dire qu'elles utilisent une forme de langage ? Le signal acoustique des baleines est extrêmement complexe. Alors peut-on parler de langage ? La réponse est non, parce que les cétacés utilisent les mêmes sons dans le même ordre et chantent tous le même chant. C'est un peu comme si j'essayais d'avoir une conversation en répétant systématiquement les mots d'une chanson, comme « Au clair de la lune, mon ami Pierrot ». Le chant des baleines est comparable à une queue de paon en version acoustique. Il est magnifique, très élaboré, mais il est dépourvu de sens. Cependant, pour maintenir une structure sociale complexe, les baleines doivent communiquer par un moyen ou un autre. Bien que leur chant ne constitue pas un langage, les baleines à bosse émettent un ensemble de sons que l'on appelle sons à fonction sociale. On distingue vaguement un chant dans la cacophonie océanique. Voilà le premier son à fonction sociale. Et maintenant le second. Il s'agit de courtes séquences d'un, deux ou trois sons qui sont émis par les mâles, les femelles et les baleineaux. Si les baleines ont un langage, il réside dans les sons à fonction sociale et non dans leur chant. Avec l'arrivée du printemps, les premières baleines à bosse quittent les îles hawaïennes pour rejoindre les eaux septentrionales au terme d'un voyage de 4000 km. L'équipe ne dispose plus que de quelques semaines. Flip et Jason ont repéré une mère et son petit. Un mâle les accompagne. Ils représentent ce que les scientifiques appellent une escorte. Il y a un baleineau, une mère
et un mâle chanteur, que l'on présume être une escorte. Celle-ci fait le lien entre les chanteurs qu'étudie Jim et les femelles que supervise Megan. Et cela nous donne un aperçu plus détaillé des comportements sociaux. Nous allons essayer de les localiser. Les voilà. Lors de leur séjour sur les lieux de reproduction, les femelles sont rarement seules. La plupart du temps, elles sont flanquées d'une escorte mâle. Les études montrent que ces escortes ne sont pas les géniteurs des baleineaux. D'après les scientifiques, ce sont des mâles qui cherchent à s'accoupler. Megan exploite la moindre opportunité car la période d'observation touche à sa fin. Les études qu'elle mène sur le comportement des femelles sont plutôt déconcertantes. Pour l'instant, rien n'indique que le chant des mâles les attire. Il est difficile de déterminer si la femelle encourage la présence du mâle qui l'escorte, que celui-ci chante ou non. Il est possible qu'elle se contente de la tolérer. Ce qui ressemble à un balai aquatique trahit peut-être l'agacement de la femelle. Celles qui n'ont pas de baleineaux manifestent parfois un comportement agressif envers les escortes avant de s'enfuir pour leur échapper. Cette mère n'a pas le choix. Son petit ne serait pas en mesure de la suivre dans sa fuite. Selon une hypothèse avancée par plusieurs chercheurs, la femelle pourrait tolérer la présence d'une escorte afin de bénéficier de sa protection. Notamment lorsqu'elle est accompagnée de son petit et qu'elle cherche à fuir les avances d'autres mâles. Cette mère n'est sans doute pas en quête d'un mâle, car les femelles ne s'accouplent généralement que tous les 2 ou 3 ans. Mais l'escorte continue à l'accompagner. Les mâles manifestent un vif intérêt envers les femelles qu'ils rencontrent sur les lieux de reproduction. Celui-ci devra se méfier de l'arrivée d'éventuels rivaux. Les escortes adoptent parfois une attitude protectrice. Celui-ci n'apprécie guère la présence de nos bateaux à proximité de sa femelle. Il nous surveille de près. Une menace potentielle rôde à l'insu du trio. Le baleineau économise ses forces en voyageant sur le dos de sa mère. Mais un groupe de mâles approche. La présence d'une femelle risque de troubler leur comportement. Ce type de rassemblement est connu sous le nom de groupe actif en surface. Les sons stridents qu'ils émettent peuvent atteindre 170 décibels, une puissance sonore équivalente à celle d'un réacteur d'avion. Dans le chenal, les comportements varient selon le nombre de baleines en présence. Un groupe peut être composé d'un mâle solitaire qui parade autour d'une femelle ou qui accompagne une mère et son petit. Mais lorsque ces animaux sont rejoints par d'autres groupes, la concentration de mâles accentue les rivalités. Ils entrent alors en compétition, ce qui donne parfois lieu à des comportements féroces. Les groupes actifs en surface sont fréquemment à l'origine de confrontations entre plusieurs mâles qui cherchent à gagner le droit d'escorter une femelle et peut-être celui de s'accoupler. Les parades des mâles varient en intensité, du simple lâcher de bulles au contact physique et aux effusions de sang. Il est même arrivé qu'un mâle meure dans ce type de rencontre.
L'équipe est impatiente de connaître l'issue de la bousculade à laquelle se livrent les mâles pour le droit de s'accoupler. Tandis que la mère s'éloigne pour protéger son petit, son escorte affronte le groupe d'indésirables. Dans la mêlée qui s'ensuit, les mastodontes se percutent à coups de rostre et s'intimident en battant l'écume de leurs nageoires pectorales. L'escorte aura-t-elle raison de la meute de prétendants ? La frénésie finit par retomber et l'escorte rejoint la mère et son petit. Deux ou trois mâles moins dominants ont de meilleures chances de s'accoupler avec la femelle s'ils œuvrent de concert, plutôt que d'essayer d'affronter l'escorte chacun de son côté. Une fois le conflit réglé, les groupes se séparent. Dans ce sanctuaire dédié à la reproduction, les affrontements sont quotidiens. Le mâle peut à nouveau escorter ses deux protégés. La saison des amours touche à sa fin. La femelle n'aura plus à endurer d'agressions de la part d'autres groupes. Pour l'équipe d'Hawaï, le travail de déchiffrage du code des baleines à bosse entre dans une nouvelle phase. Les 8 longs mois qui vont précéder le retour des cétacés seront consacrés à l'étude des données amassées au cours des 4 mois précédents. Mais quelle est donc la motivation de ces chercheurs ? Nous devons toujours chercher à élargir notre champ de vision, et les baleines symbolisent bien cette approche. Pour ma part, je m'efforce de ne pas les percevoir d'un point de vue humain. Je me contente de les observer et je leur laisse le soin de raconter leur histoire. J'espère que nous allons ouvrir les yeux, avoir une meilleure vue d'ensemble afin de redéfinir la situation de l'homme au sein de la biodiversité. Les baleines sont un bon indicateur, elles nous permettent de relativiser nos priorités et de mesurer l'importance des espèces qui nous sont chères. Tout ce que je peux faire, c'est montrer cette partie de la réalité, en espérant que cela suffira à susciter l'intérêt des gens pour les baleines à bosse. Les scientifiques savent désormais que le champ énigmatique des baleines comporte une véritable structure sous-jacente. Ils ont découvert que ces créatures étaient capables d'assimiler des variations à une échelle globale, preuve apparente d'une grande intelligence. Les recherches permettront-elles de découvrir que le chant des baleines est l'une des clés de voûte du comportement de l'espèce ? L'étude de ces mammifères pourrait nous éclairer sur l'évolution du langage chez les humains. Le code livre ses premiers secrets. Serait-ce un aperçu de ce que nous réserve l'avenir, un monde dans lequel la communication avec d'autres espèces ne serait plus un rêve impossible? Le chemin à parcourir est encore long. Mais l'équipe est déterminée à percer les secrets de ces mystérieuses créatures qui partagent notre monde. Nous voulons connaître la fin de l'histoire, son dénouement. Les découvertes se font par à-coups et enrichissent nos connaissances.
C'est suffisant pour nous motiver à poursuivre le travail pendant des mois, des années et des décennies, s'il le faut. Entiers opérer de subtiles variations mélodiques et reproduire des sons. Mais pourquoi les baleines à bosse chantent-elles? C'est une énigme que Jim Darling, chercheur de l'association Whale Trust, tente de résoudre depuis une trentaine d'années. L'océan apparaît comme une vaste étendue silencieuse. Mais dès que l'on jette un hydrophone à l'eau, on découvre qu'il existe une véritable société sous-marine. C'est un monde mystérieux qui attise notre curiosité. Pour rejoindre l'archipel d'Hawaï, les baleines à bosse quittent les eaux riches en nourriture du Pacifique Nord. Un voyage de 4000 km. Au large des côtes de l'archipel d'Hawaï, les eaux chaudes du Pacifique accueillent de mystérieux visiteurs. Comme chaque année, les baleines à bosse sont de retour. Dans leur sillage, les scientifiques s'efforcent de lever le voile sur le mode de vie de cette espèce encore méconnue. Car ces nomades des océans semblent dotés d'une intelligence supérieure et même peut-être d'un langage. Aujourd'hui, des chercheurs se consacrent à l'étude des baleines. Au fil de leurs investigations, ils réunissent des indices destinés à décrypter le code des baleines à bosse. Jim et son équipe estiment que plus de 5000 baleines à bosse se rendent à Hawaï entre le mois de janvier et le mois d'avril. Les scientifiques aimeraient comprendre ce qui pousse ces créatures à regagner les eaux tropicales et à séjourner 4 mois durant dans une mer pauvre en plancton et en krill. Megan Jones, cofondatrice de l'équipe de chercheurs, avance une théorie qui permettrait d'expliquer le marathon migratoire des baleines. Chaque année, près de 60% de la population des baleines à bosse du Pacifique Nord se rend dans les eaux hawaïennes pour se reproduire, bien que nous n'ayons jamais observé de naissance ou d'accouplement. Mais des indices permettent d'affirmer que certaines baleines mettent bas dans ces eaux. Grâce à la présence d'un grand nombre de femelles, l'archipel est un lieu idéal pour l'observation des jeunes mères. L'île de Maui est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'étude des baleines, car les eaux chaudes, claires et paisibles de ce sanctuaire permettent de côtoyer une formidable concentration d'individus. De ce point de vue, l'archipel est un véritable laboratoire biologique. Un laboratoire qui fonctionne de l'aube au crépuscule. L'équipe dispose d'une autorisation spéciale pour s'approcher des cétacés en bateau et nager à leur côté. Dès les premiers rayons du soleil, les recherches commencent. Les caméramens et les photographes de l'équipe embarquent avec la première patrouille de la journée. Flip Nicklin est un photographe sous-marin expérimenté. Les baleines à bosse,
Des créatures géantes de 13 mètres de long pour une trentaine de tonnes, capables de vivre près d'un demi-siècle. Une espèce qui passe 90% de son temps sous la surface de l'eau et dont l'étude est si difficile qu'il est presque impossible de différencier les mâles des femelles à l'œil nu. Certains spécimens parcourent des milliers de kilomètres lors de migrations entre les tropiques et les pôles. Leurs poumons sont 5 fois plus performants que ceux des humains. Ces voyageurs sont capables de disparaître en apnée de 40 minutes dans les profondeurs. L'étude de l'espèce a permis de relever des comportements complexes, preuve manifeste d'un haut niveau de communication. Mais un mystère demeure, celui du chant des baleines, car elles peuvent chanter des jours. Jim et son équipe estiment que plus de 5000 baleines à bosse se rendent à Hawaï entre le mois de janvier et le mois d'avril. Les scientifiques aimeraient comprendre ce qui pousse ces créatures à regagner les eaux tropicales et à séjourner 4 mois durant dans une mer pauvre en plancton et en krill. Megan Jones, cofondatrice de l'équipe de chercheurs, avance une théorie qui permettrait d'expliquer le marathon migratoire des baleines. Chaque année, près de 60% de la population des baleines à bosse du Pacifique Nord se rend dans les eaux hawaïennes pour se reproduire, bien que nous n'ayons jamais observé de naissance ou d'accouplement. Mais des indices permettent d'affirmer que certaines baleines mettent bas dans ces eaux. Grâce à la présence d'un grand nombre de femelles, les baleines à bosse. Des créatures géantes de 13 mètres de long pour une trentaine de tonnes, capables de vivre près d'un demi-siècle. Une espèce qui passe 90% de son temps sous la surface de l'eau et dont l'étude est si difficile qu'il est presque impossible de différencier les mâles des femelles à l'œil nu. Certains spécimens parcourent des milliers de kilomètres lors de migrations entre les tropiques et les pôles. Leurs poumons sont 5 fois plus performants que ceux des humains. Ces voyageurs sont capables de disparaître en apnée de 40 minutes dans les profondeurs. L'étude de l'espèce a permis de relever des comportements complexes, preuve manifeste d'un haut niveau de communication. Mais un mystère demeure, celui du chant des baleines, car elles peuvent chanter des jours entiers, opérer de subtiles variations. Au large des côtes de l'archipel d'Hawaï, les eaux chaudes du Pacifique accueillent de mystérieux visiteurs. Comme chaque année, les baleines à bosse sont de retour. Dans leur sillage, les scientifiques s'efforcent de lever le voile sur le mode de vie de cette espèce, encore méconnue. Car ces nomades des océans semblent dotés d'une intelligence supérieure et même peut-être d'un langage. Aujourd'hui, des chercheurs se consacrent à l'étude des baleines. Au fil de leurs investigations, ils réunissent des indices destinés à décrypter le code des baleines à bosse. Mélodique et reproduire des sons. Mais pourquoi les baleines à bosse chantent-elles? C'est une énigme que Jim Darling, chercheur de l'association Whale Trust, tente de résoudre depuis une trentaine d'années. L'océan apparaît comme une vaste étendue silencieuse. Mais dès que l'on jette un hydrophone à l'eau, on découvre qu'il existe une véritable société sous-marine. C'est un monde mystérieux qui attise notre curiosité.
Pour rejoindre l'archipel d'Hawaï, les baleines à bosse quittent les eaux riches en nourriture du Pacifique Nord. Un voyage de 4000 km. L'archipel est un lieu idéal pour l'observation des jeunes mères. L'île de Maui est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'étude des baleines, car les eaux chaudes, claires et paisibles de ce sanctuaire permettent de côtoyer une formidable concentration d'individus. De ce point de vue, l'archipel est un véritable laboratoire biologique. Un laboratoire qui fonctionne de l'aube au crépuscule. L'équipe dispose d'une autorisation spéciale pour s'approcher des cétacés en bateau et nager à leur côté. Dès les premiers rayons du soleil, les recherches commencent. Les caméramens et les photographes de l'équipe embarquent avec la première patrouille de la journée. Flip Nicklin est un photographe sous-marin expérimenté. Il sait à quel point l'univers des baleines nous est en